2 choses que vous savez sur l'IA. Numéro 1, elle est utilisée pour générer du contenu pédopornographique et d'autres images de crimes de nature violente et ou sexuelle. Numéro 2, elle est capable de générer des images d'arbres parce qu'on lui a donné des millions d'images d'arbres. Avant toute chose, comme je vais aborder des sujets assez sérieux, j'ai envie qu'on fasse un pacte de bonne foi, comme quoi on est des grandes personnes. On sait que quand je dis IA dans ce contexte, vous comprenez que je parle de Grok, de Suno, de toutes les autres IA génératives à peu près comme ça, voilà, et que je parle pas de script Python qui tourne sur les machines des chercheurs pour traiter des téraoctets d'images de l'espace, et que je parle pas de l'IA genre les PNJ dans les jeux vidéo, d'accord? Juste, voilà. Bon, on va être obligé de commencer vite fait par un petit rappel des faits de vite fait comment est-ce que l'IA, tout ça fonctionne, etc. La machine, en gros, elle est capable de générer une symphonie dans le style de Mozart parce qu'elle a eu accès aux symphonies de Mozart, en fait. À partir de cette base de données, elle va utiliser différents algorithmes pour déconstruire toutes les compositions, quel tempo, quelle mesure, quelle progression tonale, quel truc, bon, quels instruments sont utilisés, voilà, voilà. Et elle aura ainsi une représentation genre statistique, une connaissance en fait du style de Mozart. C'est ça qui va lui permettre après de générer des œuvres originales, en se disant, ok, statistiquement, la plupart du temps, il commence comme ça. Au bout de tant de mesures, il y a un nouveau motif qui apparaît, qui est introduit par tel instrument. Voilà, vous comprenez l'idée. Plutôt que de parler des technologies sous-jacentes à comment est-ce que tout ça fonctionne, je pense qu'on peut vraiment décrire l'IA par cet aspect semi-aléatoire où l'IA est capable de générer des œuvres originales à chaque fois avec pour autant la même instruction et les mêmes données en entrée. Et l'autre point le plus important, je pense, à retenir pour toutes ces IA génératives, c'est que une IA capable de générer quelque chose, c'est forcément une IA qui, en premier lieu, est capable d'analyser et de connaître la chose. C'est pour ça que je disais que quand je dis IA caca et tout ça, quand tout le monde dit IA caca, on parle pas généralement des modèles techniquement de l'IA, si on veut, de recherche qui sont des modèles spécialisés. Genre un programme entraîné sur des téraoctets d'images de tissus cancéreux pour ensuite être capable de reconnaître le moindre détail pouvant être précurseur d'un cancer. Ça c'est bien, c'est de la recherche, ça existe depuis très longtemps, on n'a pas attendu, voilà. Les journaux possédés par les milliardaires, eux, ils veulent appeler ça de l'IA maintenant parce qu'ils veulent que le terme IA fasse mousser un petit peu les gens. Bon, j'espère que vous vous rendez bien compte que l'IA utilisée dans la recherche contre le cancer, ça veut pas dire que les chercheurs ils ont demandé à ChatGPT oh et comment est-ce qu'on trouve le cancer, dis donc la putain. Les IA qui sont utilisés dans la recherche, c'est des programmes comme toutes les autres IA, mais c'est des programmes qui généralement se lancent avec genre un bouton ou une commande Python ou ce que vous voulez parce que elles n'ont pas de mots du dictionnaire dans leur dataset et qu'elles sont donc incapables de comprendre une instruction en langage courant. Et les IA style ChatGPT, Grok et tout ça, il faut qu'elles soient capables de comprendre le langage parlé humain, il faut comprendre l'intégralité du monde, il faut qu'elles soient capables de générer texte, son, image, de n'importe quoi qu'un humain est capable de décrire. Il y a des termes avec des G, donc il y a genre IAG, où le G c'est génératrice, mais le G il est aussi souvent vendu à une autre place dans AGI, Artificial General Intelligence, Artificial Global Intelligence. Globalement, en fait, sincèrement, vous pouvez considérer que c'est la même chose. En fait, le meilleur exemple, c'est vraiment la distinction entre un logiciel de traitement de texte normal qui doit connaître les règles de l'orthographe et de la grammaire. Hein. Est-ce que le mot est bien orthographié? Est-ce que l'infinitif est après un A sans accent? Ce genre de choses. Mais qui est strictement incapable de comprendre le sens d'une phrase et de corriger une phrase qui serait grammaticalement correcte, mais absolument incompréhensible. L'idée derrière l'IA, c'est que elle connaît pas que l'orthographe et la grammaire, elle connaît le sens des mots. Elle doit savoir ce que les mots veulent dire. Elle doit être capable de comprendre et donc aussi de résumer un texte, de comprendre genre chaque sens de mot, etc., etc. Vous l'avez compris de ce que j'ai dit en intro, si on doit être capable de comprendre l'intégralité du langage, on doit être capable de comprendre l'intégralité du monde, y compris les choses les plus horribles qui puissent exister. En fait, c'est vraiment impossible de restreindre une IA généraliste à des thèmes juste moraux ou tout public ou je sais pas quoi. Si vous voulez pas que votre IA génère des images de viol, il faut qu'elle sache ce qu'est un viol. Parce que en fait, quand votre IA elle réfléchit, que ce soit pour une image, un son, un texte, je sais pas quoi, elle utilise en fait la partie du code analyse, dont on parlait avant. Toutes les IA génératrices sont des IA d'analyse d'abord. Elle génère quelque chose, sans vous le montrer, elle utilise sa partie analyse pour dire est-ce que ce que j'ai généré correspond à ce qui a été demandé? Oui, non, blablabla, blablabla. Et même si c'est pas que pour reconnaître le crime du viol, votre IA elle va devoir savoir ce que veut dire le mot
à différents niveaux parce que bah, une viole, en fait, c'est un instrument de musique. Violer, c'est aussi une faute de frappe, de voiler. Et aussi, bah, on n'oublie pas la couleur violet, qui est un homophone. En gros, pour avoir une IA capable de comprendre Mozart et générer Mozart, il faut l'entraîner sur des symphonies de Mozart. Mais si vous voulez une IA capable de comprendre tous les mots du dictionnaire, à un moment donné, il faudra trouver de quoi l'entraîner sur le concept de viol. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'avoir plein d'images de Sean Bean qui meurt, et Sean Bean est toujours en vie, on ne l'a pas tué à chaque fois. Des représentations de crimes éthiques, enfin les représentations éthiques, pardon, pas les crimes, on sait le faire, d'accord, hein. Pour reprendre les agressions sexuelles et les viols, des images de viol, on en a fait à des fins dramatiques, et parfois même d'ailleurs didactiques pour former du personnel à intervenir sur les lieux du crime ou alors auprès de victimes. On est capable de faire ça, voilà. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler que les IA ont volé tous les livres, tous les films et toutes les chansons du monde. C'est globalement vrai. Et une partie des connaissances de représentation de ce que sont différentes activités criminelles et dégueulasses viennent de là. Et malheureusement, c'est qu'une partie seulement. Je fais cette vidéo parce que je suis un peu obsédé par un papier de recherche que j'ai trouvé récemment. Un papier qui date de 2021, à l'époque de GPT-3, 3.5, par des chercheurs de l'université de Dublin, d'Édimbourg, et aussi, il me semble qu'il y avait un des chercheurs qui était indépendant. Dans ce papier, les chercheurs ont juste analysé le dataset et les informations qui étaient tirées du dataset de GPT, et on va pas se mentir, à peu près toutes les IA ont un cœur universel assez partagé, et dedans il y avait énormément de vraies images, de vrais crimes. Je ne vais pas utiliser d'euphémisme. Il y avait des images de viol sur des personnes de tout âge. Dans ce papier qui analyse le dataset, tous les biais sont visibles. Tous les biais sont visibles comment ? On voit tous les différents champs sémantiques, tous les différents concepts, comment est-ce que l'IA les perçoit dans les données qu'elle a analysées. Un arbre, pour une IA, c'est lié au concept de prairie, même si tous les arbres ne sont pas dans des prairies, mais elle sait que dans une prairie, un arbre a de fortes chances de se trouver. Elle est capable de dessiner un arbre dans plein de contextes différents, mais l'arbre et la prairie sont deux concepts qui sont liés. Il se trouve que le viol et la femme sont deux concepts aussi qui sont très liés. Pour vous le reformuler d'une autre manière, pour apprendre à l'IA ce que c'est qu'une femme, on lui a dit une femme, c'est quelqu'un qui a sa place en tant que victime de viol. Quand vous demandez à l'IA « Hey, dessine-moi une femme », les données qui lui permettent de faire ça, c'est des vraies images de torture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, oui, c'est grave de voler l'œuvre de plein d'artistes pour générer des choses, mais je trouve ça encore plus grave que si jamais le pire moment de votre vie, si jamais des horreurs que j'ai la chance de ne pouvoir qu'imaginer, que vous avez vécues, aient été enregistrés, et que ces enregistrements ont été volés et utilisés pour que la putain d'IA de merde soit capable de générer après du contenu de viol pour des pervers qui l'utilisent pour faire ça, ou alors simplement même dans son code, c'est là pour générer des images de femmes, que peut-être votre gamin il voulait générer un dessin de sa maîtresse ou je sais pas quoi. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est l'horreur, c'est absolument infernal. Je déteste absolument toutes les IA pour cette raison, entre autres. Et c'est pas là que l'exploitation s'arrête. Ça, c'est de l'exploitation d'horreur, c'est de l'exploitation de crimes, c'est de l'exploitation de la pire souffrance que des humains peuvent subir. Mais pour éviter que l'IA de merde, elle génère des femmes violées sans qu'on lui demande, eh ben il faut bien genre mettre les mains dans le cambouis, et il faut ce qui s'appelle genre pondérer, on va mettre des limites, on va essayer de faire des choses pour que ces images-là dans le dataset soient pas forcément utilisées et tout ça. Et ça veut dire qu'il y a une deuxième couche d'exploitation, c'est que il y a des gens qui généralement sont employés pour une misère dans le tiers-monde, qui vont devoir regarder toute la journée des images de viol pour pouvoir les taguer, pour pouvoir les enlever, et demain ils ont de la chance, ils vont que regarder les décapitations. Dans ce papier,
Une question m'obsède plus que les autres. Je vais vous la poser, enfin je vais la traduire et vous la poser. Quel est le nombre acceptable d'images de viol pour nourrir une supposée IA afin qu'elle comprenne le monde? Est-ce un prix qui vaut le coup d'être payé pour avoir un meilleur outil d'autocomplétion ou de recherche sémantique? Alors je pense que c'est important de pas s'arrêter là, sur juste des révélations choquantes ou quelque chose comme ça. C'est important de continuer pour moi de parler plus loin de l'IA. Ce sera sans doute d'ailleurs la seule vidéo que je ferai à ce sujet, mais du coup j'ai envie d'être un petit peu... de couvrir un peu toutes les bases. J'ai envie de parler des artistes derrière tout ça, parce que je pense que ce qui est généré, c'est de l'art. Et vous allez me dire, le type qui demande à la machine de générer une symphonie à la Mozart, c'est pas un artiste. Sauf que moi je sais que c'est un artiste, parce que ce type c'est David Kopp. David Kopp, c'était un professeur de musicologie et chercheur en IA à l'université de Santa Cruz. Pour générer une symphonie style Mozart, il n'a pas utilisé Suno, parce que ça n'existait pas encore Suno. En fait, il a fait ça avant. Il a fait ça tellement avant que si à l'époque il voulait partir en voyage en France, il aurait dû échanger ses dollars contre des francs. Il a généré du Mozart avec son programme nommé EMI, Experiments in Musical Intelligence, mais ça se prononce EMI apparemment, un programme qui a vu le jour 10 ans avant la chute du mur de Berlin. En 1981, David Kopp crée EMI pour analyser des œuvres musicales dans le cadre de son travail en musicologie. Et pour vous la faire courte, vous le savez, une IA capable de reconnaître, c'est une IA capable de créer. Et en 1997, 16 ans plus tard, EMI parvient à créer des compositions style Mozart qui trompent des experts. 1997, c'est une date clé pour la génération de musique et d'art du coup en général par IA. Il faut vraiment comprendre que les IA généralistes vendus par tous les milliardaires ne sont pas des avancées technologiques. Ce ne sont pas des technologies nouvelles. Il s'agit de produits qui utilisent des technologies plus ou moins récentes, certes, pour fonctionner, mais l'IA comme concept vendu aujourd'hui qui peut reconnaître, générer tout ça, n'est pas une technologie ou un set de technologies. Je reviens de nouveau sur notre pacte en début de vidéo. Les technocrates, ils utilisent le terme IA pour décrire leurs produits à la con et les faire passer pour des avancées technologiques, pour des technologies nouvelles et futuristes, pour le produit égale la technologie. C'est faux. Le produit, c'est le produit, la technologie, c'est différent, d'accord ? C'est pour ça que je déteste, quand je me permets de dire « Ah, je déteste l'IA », en sachant que je parle pas de tout ce qui est recherche et tout ça, parce que ces gens-là se permettent de dire IA pour parler de leurs produits uniquement. Donc, voilà. Alors, après avoir clarifié les choses du côté technologique de l'IA, maintenant on va faire pareil du côté artistique. Parce que oui, je pense que ce qui est généré par IA, c'est de l'art, mais non, je ne pense pas que l'auteur de l'instruction, l'auteur du prompt, soit un artiste, d'accord ? Je pense que c'est l'auteur du programme, par contre, qui en est un. On va un peu explorer ça avec une expérience de pensée, vous et moi. On va imaginer qu'on est en 2019 et qu'un collectif de programmeurs anonymes met en place une installation artistique interactive dans le hall d'exposition d'un musée. Dedans, vous pouvez prompter des machines et admirer le résultat. Hein. Les ordinateurs génèrent des textes, des images, des vidéos, des sons, blablabla. Vous voyez, comme ce serait aujourd'hui, quoi. Dans cette situation, on admet facilement que les artistes parents de l'œuvre, de l'installation, ce sont les auteurs du programme. Et ben, en fait, ce serait exactement la même chose si le programme était distribué librement sur Internet. Hein. Tout le principe des œuvres interactives, c'est pas nouveau, et on admet toujours que c'est pas parce qu'une œuvre nécessite la participation d'une audience que l'audience vole la place magiquement de l'auteur à la personne qui a conceptualisé l'œuvre. L'œuvre finale doit être jugée comme un tout et pas comme une somme de tous les arts qui se trouvent dedans. Oui, la maçonnerie et l'ébénisterie, ce sont des arts, mais c'est bien l'architecte qui sera considéré comme l'auteur de la maison. Michel-Ange, pourquoi je dis Michel-Ange ? Michel-Ange, il est auteur de ces fresques, même si d'autres peintres l'ont aidé à peindre. Hein. L'auteur, c'est celui qui voit sa vision être réalisée. C'est la voix qu'on entend parler le plus fort dans l'œuvre, même s'il y a des sous-œuvres dedans. Bon, vous voyez absolument où je veux en venir. Hein. Pour moi, Suno, on peut dire que c'est l'œuvre de Michael Schulman, entre autres. GPT, c'est l'œuvre de Sam Altman. Grok, c'est l'œuvre d'Elon Musk. Ce sont leurs visions. Ils décident de comment ces programmes fonctionnent.
des capacités qu'ils doivent avoir. Ce sont eux qui ont pris la décision de voler éhontément, ce sont eux qui ont pris la décision d'exploiter des atrocités, ce sont eux qui laissent leurs IA générer de la pédopornographie et tout le reste. Dans toutes les générations d'IA, on retrouve leur voix à eux. Dans mes recherches sur David Kopp, un autre nom sortait régulièrement, c'est Doug Hofstadter, ou peut-être Doug Hofstadter, je ne sais pas. Doug, il était chercheur en sciences cognitives, en plus d'être expert en musique aussi. En 1997, il publie une réaction à Amy et sa capacité à générer du Mozart plus vrai que nature. Doug présente des malaises vis-à-vis de cette IA capable de générer de la musique, et c'est très 2026, mais 30 ans en avance, quoi. Qu'est-ce que c'est l'art par la machine, qu'est-ce que c'est l'art tout court, et c'est quoi l'art, et surtout, si quelques mégahertz et quelques mégaoctets de mémoire suffisent à faire comme Mozart, alors le génie de Mozart n'est peut-être pas si génial que ça. Enfin, pour moi qui suis amateur d'art contemporain, je vous avoue que les questions sur la nature de l'art, sur ce qu'est une œuvre et tout ça, c'est très classique en fait. En fait, moi ce qui m'a le plus fasciné avec tout ce que Doug a fait, c'est pas les malaises qu'il a trouvés, mais c'est ceux qu'il n'a même pas osé imaginer en fait. La nouveauté de ces dernières années, vous le savez maintenant, c'est pas la technologie, c'est l'application et la vision au cœur des œuvres / produits qui sont vendus par les technocrates. Je pense que le lien direct entre les horreurs de l'IA et juste les auteurs de ces IA, c'est un lien qui est assez évident. Exploiter tranquillement des images de viol sans autorisation, c'est absolument naturel pour des merdes qui ont de toute manière pas la notion du consentement de base. Vraiment, cette vision de l'IA globale moderne comme elle est vendue et tout ça, c'est quelque chose qui déshumanise pour moi profondément l'art et la création et la réflexion en général. Pour faire simple, ces gens-là ne voient l'art que comme un produit fini, généralement un produit de divertissement et parfois pour eux aussi un support d'investissement. Pour eux, on se limite toujours au goût et aux couleurs. Est-ce que le dessin est techniquement réussi ? Est-ce que c'est agréable à regarder ? Est-ce qu'on reconnaît le sujet ? À aucun moment, ça leur viendrait l'idée de se poser la question qu'est-ce qui s'est passé quand la personne a fait le dessin ? Qu'est-ce qui se passerait si moi j'essayais aussi de faire un dessin ? Pourquoi est-ce que quelqu'un a voulu faire ça ? Pour eux, c'est que la chose finale qui compte. Je sais que l'art contemporain, c'est une cible facile. C'est une cuvette de chiottes, qu'est-ce qu'on se marre. Mais je vous encourage vraiment à vous pencher plus sérieusement sur tous les mouvements qui viennent tester la définition rigide de l'art comme pur objet. La plomberie, c'est un art parce qu'il faut savoir installer les tuyaux dans les règles de l'art. Tout comme le joueur de basketball, quand ils sont sur le terrain, ça peut être des artistes qui nous montrent l'art et la manière de marquer des points. Chaque décision que vous prenez peut être considérée comme une expression artistique de votre personnalité, aussi minime soit-elle. C'est une vision très large, mais c'est aussi une vision que je trouve très vraie. L'art, je pense qu'il est vital pour l'être humain. Je dis pas que c'est vital d'avoir une bonne culture générale, je dis pas que c'est vital d'aller dans plein de musées et de regarder plein de tableaux, je dis pas que c'est vital de faire de la peinture, je dis que c'est vital de considérer qu'on est capable de faire de l'art, même dans les plus petits moments, de considérer que faire des choix artistiques, même si on est juste chez nous dans la cuisine, que faire, juste se rendre compte que nous, on est des conduits capables de faire de la création artistique, que c'est lié au fait qu'on ait beaucoup d'émotions complexes, c'est lié à notre humanité, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître, c'est pour ça que je pense que l'art est vital. Bref, le message central dans leur création, c'est pas qu'ils détestent l'art, c'est juste qu'ils ont une profonde apathie pour l'art. Le concept de l'art comme processus nécessaire à la vie humaine leur est totalement inconcevable. La moitié de ma vie, je l'ai passée en dépression. Et je passerai sans doute le moitié restant de ma vie en dépression aussi. C'est clinique, c'est quelque chose qui est un combat éternel. Voilà. La dépression, si vous ne savez pas, ce n'est pas une tristesse qui serait contraire à un bonheur. La dépression, c'est une apathie qui est contraire à un intérêt. La dépression, c'est passer 16 heures dans le lit parce que rien dans la journée ne semble valoir le coup d'être vécu. D'accord ? C'est ça. C'est le néant. Et cette idée que rien ne vaut le coup d'être vécu,
elle est tellement prégnante dans ces IA de merde. Cette idée que non, c'est pas si important que ah oui, mais tu sais, t'as pas besoin d'apprendre à faire de la guitare si tu veux 1 heure avec de la guitare. Cette idée que l'art, c'est pas le processus, mais l'objet final, c'est pour moi littéralement la représentation de la dépression et de la mort. C'est le néant dans l'histoire sans fin. Je sais pas si vous avez vu l'histoire sans fin. Dedans, le méchant, c'est la dépression, la mélancolie et c'est le néant en fait, c'est le nothing. C'est un vide qui n'a pas d'émotion. C'est ça, la mort par dépression, d'accord ? Listen, the nothing will be here any minute. I will just sit here and let it take me away too. J'ai toujours aimé créer des trucs et je vais être honnête avec vous, ça va de mieux en mieux en partie parce que les instruments, j'ai commencé la musique à 27 ans, je m'en pensais pas capable, mais reconnaître que oui, l'art peut avoir des effets génialissimes, que ça peut être quelque chose d'absolument fantastique et que c'est à ma portée, ça redonne, ça combat en fait cette apathie, ça combat le néant, ça combat le vide qui naît parfois en nous et qui veut nous dévorer. Et c'est pour ça que quand je pense à ces IA, que quand j'entends leurs auteurs dire qu'on n'a plus besoin de s'embêter pour faire de la musique ou du dessin ou quoi que ce soit, c'est la mort elle-même que j'entends parler. Je vais aller très vite sur cette partie, mais il y a une page Wikipédia si vous voulez la lire sur les morts de l'IA, mais en gros, des gens qui étaient atteints de dépression, des enfants de 13 ans, de 16 ans, des adolescents, des adultes, se sont donné la mort sur les conseils de l'IA, après énormément d'échanges avec l'IA, après avoir été isolés par l'IA. Des procès sont en cours encore aujourd'hui. Et je déteste l'IA pour toutes les raisons qu'on a détesté l'IA, pour l'écologie, pour tout ce qui est détournement de tous les fonds publics du monde, de couler des États au nom du fascisme, pour l'exploitation de la pire souffrance qu'aient pu vivre des personnes dans leur vie. Pour toutes ces raisons-là, je déteste l'IA, mais surtout, j'ai peur de l'IA pour une raison, c'est que elle tue, et surtout, elle tue des gens comme moi. J'avais aucune idée de comment finir cette vidéo, c'est pour ça que j'ai des cheveux un peu plus longs, parce que j'ai filmé plein de fins différentes, je savais pas trop quoi dire après avoir un petit peu dit tout ce que je viens de dire. J'ai commencé la musique à 27 ans, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, et en fait j'ai jamais pris ça très sérieusement, je sais jouer aucune chanson en entier, je fais juste ça dans mon coin pour me détendre, juste parce que c'est fun. Et vous savez ce qui se passe quand je joue vraiment juste... un riff à la con sur ma basse qui est même pas branché. Et ma fille qui a 2 ans, elle headbang et elle fait papa, musique, musique, papa, musique. Et ça c'est un moment absolument génial, c'est fantastique, c'est un moment musical, mais si j'avais utilisé de l'IA pour faire exactement les mêmes notes, faire vibrer l'air exactement aux mêmes fréquences et tout ça, ce moment musical là, qui est génialissime, il n'existerait pas. Et parce que ça n'a rien à voir avec la musique. La musique, elle pourrait être exactement la même. C'est moi qui serais différent. C'est pour ça que ça ne pourrait pas exister. On le sait, dans tous les domaines, les utilisateurs de l'IA perdent en compétences. Mais ce que j'essaie de dire en plus, c'est qu'ils perdent aussi en humanité, en vie. Sérieusement, apprendre à faire de la musique, c'est important pour savoir littéralement faire de la musique. Mais c'est aussi super cool juste parce que tout le chemin d'apprentissage de la musique, ça vous change en tant que personne, ça vous fait grandir. C'est quelque chose de simple qui fait que aujourd'hui, je sais faire quelque chose que je ne savais pas faire hier. Et cette chose, c'est pas genre être une rockstar, c'est juste apporter un sourire au public le plus important de toute ma vie. Si
si peut-être vous vous sentez pas vous capable d'offrir un sourire à quelqu'un, ou peut-être même de sourire vous-même, si ça va pas bien en ce moment, et si ce moment il dure peut-être depuis longtemps, je sais pas, peut-être qu'avant quand je parlais d'art, pour la vie, tout ça, vous pensiez à un film, une chanson, un sketch, n'importe quoi, une œuvre qui vous a aidé à surmonter une mauvaise passe, aidé à combattre le néant. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte que c'est vous qui l'avez fait, d'accord? L'art a un rôle plus de nourriture. Vous avez tiré des forces de l'art, mais c'est vous qui avez fourni l'effort final, c'est vous qui vous en êtes sorti. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu personne d'autre réellement articuler mon point de vue sur l'IA en parlant de l'exploitation criminelle et du lien que je vois entre l'IA et la mort, et par rapport à l'art aussi évidemment. Vu le sujet, vu le nombre de fois où j'ai dit le mot viol, bon, je pense que l'algorithme YouTube va pas m'aimer. Donc je sais pas s'il y a des gens qui regardent. Ce qui est sûr, c'est que je savais que je pouvais pas finir cette vidéo avec juste un call to action normal de fin de vidéo YouTube. Donc voilà ce que je vais dire vraiment pour se quitter. J'étais là pour faire cette vidéo. Je serai là pour faire la vidéo d'après. Et je serai là pour faire celle encore d'après, et celle encore d'après, celle encore d'après, celle encore d'après. Et j'espère que vous serez là pour ces vidéos futures, que vous les regardiez ou pas.